Nous sommes presque à la fin du procès de M. Nerete Fabien. Oui. Et vous avez commencé avec lui, maintenant vous êtes presque à la fin. Pourriez-vous nous dire comment vous avez vécu tout ce temps de procès? Oui, comment j'ai vécu tout ce temps? Eh bien, je dois dire que je l'ai assez mal vécu, dans la mesure où j'ai trouvé que ça avait mal commencé. On refuse 4 de notre témoins de contexte, qui étaient très importants. Madame Rever, Peter Verlinden, le journaliste, Maître Black, l'Américain, qui a beaucoup plaidé au TPIR, Luc Marshall, des témoins quand même très importants. Nous avons eu la chance de tomber sur un ambassadeur, Swinen, qui a parlé d'une façon très ouverte et qui était un témoin très important pour nous, alors qu'il était le témoin du procureur. Et il y a eu Joseph Matata qui a été admirable aussi. Mais pour le reste, ça, j'aurais voulu entendre tous ces autres témoins. Judy Rever était préparée à venir. On l'a refusé. On l'a pas retenu, disons. Sans motif, Normalement, il faut motiver ça. Par ailleurs, alors, nos témoins du Rwandais qui habitent la Belgique, qui étaient les seuls qui auraient pu plus ou moins parler sans crainte, on les a pas retenus. C'est quand même incroyable, ça. Sans motif, parce que le président doit motiver un refus, dire pourquoi ce témoin ne doit pas être entendu, parce que, par exemple, il n'est pas relevant. Mais elle n'a pas motivé. Alors c'est quoi ça? Donc, grande déception dès le départ. Et pour ceux qui ne connaissent pas toutes ces personnes dont vous venez de parler, par exemple pour Luc Marshall, oui. En quoi est-ce qu'il allait être utile à ce procès? Eh bien, quand on lit l'introduction qu'il a écrite, le colonel Marshall, pour le livre de Charles Onana, La vérité sur l'opération turquoise, qui parle d'autre chose que de l'opération turquoise, Luc Marshall fait une introduction où il confirme de A jusqu'à Z notre point de vue de base concernant les origines du conflit. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Quel a été le plan du FPR? Parce que ceux qui avaient un plan, c'était les FPR. Donc ça, c'était très important. C'est pour ça que j'ai dit aux jurés, je vous en prie, lisez rien que cette introduction dans le livre. J'ai déposé tout le livre de Onana, mais le reste du livre est très intéressant parce qu'il parle de tas de choses, de l'attentat sur les présidents, par exemple, il en parle. Donc ces 2 livres se recoupent, Judy Rever et Onana. C'est pour ça que je les ai déposés tous les 2. Et alors, je les ai communiqués, évidemment, en partie adverse. Et alors ici, à l'audience, en pleine audience, Maître Allier m'a dramatiquement rendu le livre. Non, je ne veux pas de ce livre. On ne veut donc pas de la vérité. Et surtout aussi avec le colonel Luc Marshall, il doit connaître beaucoup sur, oui. Sur Kigali, sur Rwanda. Il avait le commandement sur le secteur Kigali. Donc il sait beaucoup de choses, c'est certain. C'est certain. Oui, et vous pensez que le fait de vous avoir refusé ces témoins aura un impact sur l'issue du procès? Oui, oui. C'est une autre chose d'entendre un témoin, parce que les jurés n'auront même pas le temps de lire ces livres. Mais c'est plutôt symboliquement que j'ai déposé ça pour vous dire, il y a une autre vérité. Intéressez-vous à cette autre vérité. Quelle va être la réaction des juges? Ils siègent ensemble. C'est un collège, vous l'avez entendu. Donc, on va leur montrer des pièces, mais c'est impossible de leur montrer toutes les pièces. Quelles pièces est-ce qu'on va leur montrer? Première question. Et ça veut dire que maintenant, vous attendez les délibérations. Oui. Et vous êtes inquiet? Oui. Pourquoi? Je suis inquiet parce que je constate qu'il y a un système en Belgique bien ancré, un système qui défend le FPR depuis longtemps. Quand Jean Gaulle a décidé de soutenir le FPR plutôt que le régime, l'ancien régime
d'Abiyarimana, et vous avez entendu que l'ambassadeur a été clair sur ce point. Il a dit le régime Abiyarimana était un régime de paix, essentiellement. Et les Hutus et les Tutsis vivaient en harmonie, surtout dans le sud du pays. Donc, heureusement que l'ambassadeur l'a dit, hein, mais il y a eu plus de 100 témoins. Est-ce qu'on se souvient encore de ce qu'a dit le premier témoin? J'ai vu, à mon grand plaisir, que tous les jurés ont pris des notes et ont posé des questions très importantes. Ça, évidemment, c'est capital, parce que normalement, dans un procès d'assises, les jurés sont sages et ne posent pas beaucoup de questions. Ici, on a posé vraiment beaucoup de questions de la part des jurés, ce qui veut dire qu'ils s'intéressent et qu'ils mettent des choses en doute. Mais dans quelle mesure est-ce que, une fois qu'ils sont en délibération ensemble avec les juges, hein, oui, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Parce que je sens ce système qui est là, qui a marché depuis le début. C'était un militaire, mais on a constaté qu'il n'était pas militaire. On a continué. Donc, ce dossier est partial depuis le début. Et j'ai trouvé que la présidente a été partiale. Ça m'inquiète très fort. Et au niveau de vos compétences en qualité d'avocat, est-ce que vous aviez le choix de ne pas continuer le procès? Non, je n'ai pas ce choix. Mais je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais pensé, je veux m'arrêter. Ma famille avait un peu des questions, évidemment. Une fois que les menaces sont venues, je les comprends, hein. Mais moi, je ne savais pas arrêter ça. Déontologiquement, je ne puis pas le faire. Et vous avez subi des menaces? Oui, oui, il y a eu des menaces, oui. Oui, oui, il y a eu des menaces ouvertes. Écrites ou... Ben, il y a eu, moi, quand on m'a dit, en pleine audience, en public, Maître Flamme doit changer son attitude, ça voulait beaucoup dire, hein. Il y en a un autre qui m'a demandé de changer mon narratif, de ne plus parler du FPR. Je considère ça comme des menaces dans le cadre existant au Rwanda. Avec tout ce qu'on sait, il y a déjà eu des morts. Moi, j'ai un confrère qui a été assassiné. Hein. Au Rwanda? Ah, non, ici, à Bruxelles. Assassiné. Hein. J'ai vu son corps. Hein. Et pour vous, vous pensez que votre client, M. Nérité, est un innocent? Oui, j'en suis sûr. J'ai trop d'expérience pour pouvoir évaluer ça. J'ai attendu que je lui parle plusieurs fois et ça a marché. Et à certains moments, je me suis dit, ce monsieur dit la vérité. Sans hésitation. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, à un certain moment, il se trahit. Et lui a toujours été cohérent dans tout ce qu'il a dit. Et je le crois. C'est la vérité. Et qu'est-ce que vous pensez de ce genre de procès pour la communauté rwandaise, pour les Rwandais? Ça, c'est une question très difficile, Sarah. Je ne suis pas rwandais, j'ai beaucoup d'amis rwandais, je parle avec ces gens, je sais certaines choses, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de la communauté rwandaise. On n'aime pas parler de ça à des Belges ou à des Blancs en général. Je comprends les Rwandais, hein, mais donc je ne sais pas évaluer ça. Je ne sais pas l'évaluer. Ce qui se passe, ce qui pourrait se passer, c'est certain que Kagame, c'est une dictature, ça c'est sûr. Il suffit de lire les rapports, Amnesty, etc. La situation des droits de l'homme au Rwanda est très mauvaise. Tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire. Alors, un dictateur, à un certain moment, se méfie de tout le monde. Il commence à liquider des anciens amis dans lesquels il n'a plus confiance. Regardez ce qui s'est passé avec Staline. Regardez ce qui s'est passé à certains moments avec Hitler aussi. On a essayé de l'éliminer, hein, de l'intérieur de son régime. Donc, c'est la même chose avec tous les dictateurs. Un beau jour, ça se termine. Mais quand? Quelque chose à ajouter? Je veux exprimer, comme je l'ai déjà fait à
la conférence qu'on a eue ici à Bruxelles il y a quelques mois, je veux exprimer ma douleur profonde pour tout le monde au Rwanda qui a perdu la vie, qui a souffert, qui a perdu des enfants, des frères comme M. Neretse, tous ces gens-là, les gens qui sont ailleurs, hein, on leur a imposé une vie ailleurs. Personne n'a demandé ça au Rwanda d'aller vivre ailleurs. C'est terrible, hein? Terrible. On perd non seulement sa maison, on perd des membres de sa famille, de ses amis, et on doit en plus encore aller vivre ailleurs, coupé du Rwanda, ce beau pays. Hein? C'est vrai quand même. C'est un pays magnifique, hein? Et moi j'aime beaucoup les Rwandais. Ce sont des gens cordiaux, intelligents. Hein? Il y en a qui sont très intelligents. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est un monde dangereux, hein, actuellement. Très dangereux. Hein? Moi, je suis un peu pessimiste pour l'avenir du monde. Hein? Regardez ce qui se passe au Myanmar et ailleurs, dans beaucoup d'autres pays. En général, des pays pauvres. Hein? Les riches sauront toujours ce qu'il faut faire pour être safe. Hein? Mais entre-temps, ils remplissent leurs poches. Hein? Sur le dos de l'Afrique. Parce que Jacques Chirac, mon admiration pour Jacques Chirac, parce que je ne savais même pas qu'il a dit à certains moments, nos banques sont pleines de l'argent volé à l'Afrique. Il faut rembourser l'Afrique, il a dit. Chapeau, hein, pour un président de l'Ouest siégeant, c'était quand même fort. Maître Flamme, si un Rwandais qui est dans la même situation que Neretse vous demande de le défendre, êtes-vous prêt à le faire? Évidemment. Seulement se pose le problème que maintenant j'ai fait ce procès pour M. Neretse. Je travaille là-dessus depuis 7 mois, plein temps, week-end compris. Le système d'aide légale est peut-être bon pour les petites affaires en Belgique, mais on ne paye pas d'avance. Donc, je dois tout payer de ma poche. Une journée à Bruxelles, ça coûte entre 50 et 100 euros quand même, hein, si on compte tout, le déplacement, etc. Les copies, peut-être même un voyage. On ne peut pas faire ça des années, parce que alors je fais faillite, moi. Je n'ai pas gagné d'argent depuis 7 mois. Ça, c'est le problème qui va se poser. Donc vous avez défendu M. Neretse en tant que prodéo. Oui. Et l'aide légale prévoit certaines indemnisations, évidemment, qui ne couvrent jamais tout, mais je ne serai payé que dans 3 ans et demi, parce qu'il y aura des discussions sur mes heures que je vais compter. Ah non, ça on n'accepte pas. Et hop, la discussion. Et ça dure facilement 1 an. Donc, 3 ans et demi, et je verrai peut-être un peu d'argent. C'est pas possible, hein? Et vous, Maître Flamme, en tant que Belge, un exemple du procès pareil. Nous avons vu des témoins, des gens qui sont venus du Rwanda, oui, qui ont vécu ici. Ils sont à la charge de qui? Ah, ils sont à la charge du greffe. Donc, mais ils logent dans un hôtel 5 étoiles, hein? Comme les inspecteurs qui vont au Rwanda dans le cadre des commissions rogatoires, voyagent en business class. Et la justice belge n'a pas d'argent. C'est quoi tout ça? Il faut se poser des questions quand même. Et les témoins de la défense logent dans un petit hôtel. La brave dame du Canada est venue présenter sa petite facture au greffe et on lui a répondu « Non, c'est trop cher ». Mais les autres, les témoins du procureur, sont dans un hôtel 5 étoiles. C'est révoltant quand même ça. L'inégalité des armes, pourtant c'est un principe de base d'une justice qui est menée en équité. C'est l'égalité des armes entre le procureur et la défense. Ici, c'est l'inégalité des armes dans tous les domaines. Ça, c'est un problème énorme. Je l'ai déjà dit pour le premier procès devant la Cour pénale internationale quand j'ai défendu l'ex-président de l'Ituri, Lubanga. J'ai dit, écoutez,
Le procureur est tout le temps au Congo et à moi on me répond non, vous ne pouvez pas partir parce que la sécurité n'est pas organisée. Ah, je dis la sécurité n'y est pas pour moi, mais bien pour le procureur. Je pars quand même, je trouve 12 témoins, je demande la remise de l'affaire des audiences qui étaient planifiées pour dans 2 ou 3 semaines et on me refuse la remise. Donc on refuse mes témoins. Moi je dis écoutez, je sais assez maintenant, hein. Et c'est ça, c'est ce système inéquitable tout le temps. On en a marre à un certain moment. Hein. On en a marre. On se dit, mais qu'est-ce que je fais encore ici? Est-ce que c'est un cirque? Et moi, je suis le clown pour donner l'impression d'une bonne justice. Il y a une défense quand même, on va me dire. Hein. Il y a une défense. Ah oui, une défense à laquelle on ne donne pas les moyens de fonctionner. Et pourtant, ça aussi, c'est une exigence internationale. Une aide légale qui fonctionne bien, qui donne les droits à l'accusé. Et quand c'est un procès international, c'est un peu compliqué, évidemment, parce que moi, en principe, je devrais aller dans plusieurs pays, aller chercher mes témoins. Non. Non, c'est le procureur qui rencontre mes témoins. Mais imaginez-vous ça. Même à la Cour pénale internationale, ce n'est pas comme ça. Ce que j'avais demandé aussi, sans aider témoins, comment est-ce qu'on peut se souvenir de ce que ce premier témoin a dit à la fin du procès? Donc, j'ai demandé l'enregistrement littéral. Le code de procédure civile me permet ça. Et c'est valable en droit pénal. On me l'a refusé. Alors, je constate par ailleurs que la présidente déclare en audience publique, oui, mais il y a un enregistrement qui se fait par une ONG, parce que nous voulons créer un site web de ce procès. Donc ils le font, l'enregistrement littéral, mais pas pour nous. Oh, c'est révoltant. Révoltant. Voilà. Je suis très déçu, dans le fond. Hein. Et quand vous êtes très déçu, qu'est-ce que vous pensez d'honnêteté? Oh, bah, écoutez, moi j'ai énormément de respect pour ce monsieur. C'est un gentleman, comme on dit. Un gentleman. Vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est quelqu'un de correct, de humain, avec des principes, qui est toujours très cohérent. Comme dit sa fille, il est rationnel, il est cohérent. Oui, tous mes respects pour lui. Mais je suis très inquiet. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous.